Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rendez-vous de la rédaction tous les mercredis. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Ibrahima Traoré. Monsieur Ibrahima Traoré, bonjour. Bonjour, Monsieur Nyan. Ravi de votre invitation. Très bien. Monsieur Ibrahima Traoré, on va parler d'actualité, mais aussi on va parler de votre publication, parce que vous avez publié un livre intitulé « Le patriotisme en bandoulière ou l'épopée des lions du Sénégal ». Voilà, mais vous me permettrez de lire un peu votre biographie. Ibrahima Traoré, né à Dakar, est originaire de Malikounda, dans le département de Mbour, où il fit ses études primaires. Il a fait sa formation secondaire au lycée Blaise Diagne de Dakar. Après l'obtention d'une maîtrise en lettres modernes à l'université Cheikh Anta Diop, il fut admis au grade de professeur d'enseignement secondaire de français, profession qu'il exerce depuis une vingtaine d'années avec beaucoup de passion. Par ailleurs, il est titulaire du master du Centre africain d'études supérieures en administration et gestion, CESAC, et depuis 2015. Et récemment, il a obtenu le master du Centre des hautes études en défense et sécurité sur la problématique de la prévention et de la résolution pacifique des conflits armés. Voilà. C'est votre biographie, un parcours quand même riche, professeur de français depuis 20 ans. Vous avez fait donc une publication sur les lions. Et pourquoi d'abord cette publication? Voilà, merci beaucoup, M. Nyan, de l'invitation que vous avez adressée à ma modeste personne. C'est un honneur d'être sur le plateau de Touba TV. Je crois que le nom Touba honore chaque Sénégalais, chaque citoyen du monde, grâce au fondateur de cette grande confrérie, le mouridisme, le Cheikh Ahmadou Bamba. Donc c'est un bonheur et un honneur pour moi. C'est une question très pertinente parce que écrire, c'est une aventure. Une aventure qui, quand même, est toujours créé par un déclic. Le déclic qui a inspiré cette première publication, qui est un livre hommage aux lions footballeurs du Sénégal, c'est l'exploit de 2002. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, une équipe de football est allée à cette rencontre mondiale du football qui est la Coupe du Monde et qui a atteint un niveau jamais égalé, le niveau des huitièmes ou quarts de finale, si mes souvenirs sont exacts. Donc, en toute chose, il faut un début. Si le Sénégal a pu accrocher une étoile à son maillot en tant que champion d'Afrique récemment, c'est parce qu'il y a eu un parcours avant. Et c'est l'équipe de 2002 vraiment qui a ouvert la voie. Donc, j'ai pensé rendre hommage vraiment à l'exploit du Sénégal pour la Coupe du Monde. Et cet exploit a une valeur un peu symbolique parce que le pays colonisateur, il y a un rapport de colonisation qui est déjà dépassé, mais il y a toujours ce rapport-là entre la France et le Sénégal. Donc, si le Sénégal a battu la France à un niveau jamais égalé, il fallait vraiment inscrire cet exploit dans la durée. C'est ce qui m'a inspiré un peu ce recueil de poèmes. Les prémices du Coupe du Monde étaient déjà visibles pour vous dès 2002 avec donc, cette équipe choc. On voit d'anciens qui ne sont plus de la tanière, El Hadji Diouf, le capitaine, Papa Bouba Diop, l'entraîneur actuel Aliou Cissé. C'était une équipe mythique et mystique. Voilà, une équipe à la fois mythique et mystique, parce que le Sénégal, depuis l'exploit, ça revient souvent un peu dans les différentes chroniques de celui qui est un peu considéré comme le monument du journalisme sportif, Abdoulaye Diaw. Donc il nous parlait de Asmara, à part Asmara, Caire 86. Les rares exploits du Sénégal étaient là et qui s'arrêtaient un peu en cours de route. Mais cette équipe a permis quand même au Sénégal et aux Sénégalais de vivre la passion des grandes compétitions. Une grande compétition comme la Coupe du Monde. Et avant cela, ils étaient finalistes malheureux, je crois.
Et vraiment, il fallait magnifier cette belle équipe, une équipe vraiment jamais construite au Sénégal, qui est l'équipe de 2002, et qui a permis aux jeunes en 2022, 10 ans après, 10 ans après, de réaliser vraiment la jour Coupe pour du jour, Monde. de gagner le plus grand exploit au niveau africain, la Coupe d'Afrique. Donc c'est une équipe qui nous a porté bonheur. Abdoulaye Diaw, doyen Abdoulaye Diaw, que nous connaissons très bien, qui est un doyen dans la formation, et qui a accepté de préfacer donc ce livre. Et comment a eu lieu votre rencontre? Parlez-nous un peu comment vous l'avez rencontré, Voilà, et comment il a accepté, et quels sont les arguments que vous avez avancés pour qu'il accepte aujourd'hui de préfacer ce Voilà. livre. Je crois que le fait que le doyen Abdoulaye Diaw, c'est le lieu de lui rendre un hommage bien mérité, parce qu'aujourd'hui, il fait école dans le domaine du journalisme de manière générale, et parmi les chroniqueurs sportifs, il vit toujours sa passion comme si c'était à ses débuts. Je crois que ça montre tout l'amour qu'il porte au sport et au football sénégalais. Donc, ma rencontre avec le doyen Abdoulaye Diaw a été vraiment un prétexte, vraiment pour moi, au-delà même de préfacer, de lui rendre hommage. Pour moi, il faut inscrire en lettres d'or le nom du doyen Abdoulaye Diaw dans les annales du sport et au-delà du sport, parce que pour moi, ce livre est une sorte de fiançailles que j'ai voulu sceller entre la littérature et le sport. Oui. Parce que pour moi, la littérature et le sport ont le même siège, c'est le cœur. Oui. Ceux qui ont la passion du football, du sport, et ceux qui ont la passion de la littérature, ils se rencontrent tous au carrefour de l'amour. L'amour pour le sport et l'amour pour la littérature. Donc, d'ailleurs, vous l'avez dit, entre la poésie et le football, en particulier entre la littérature et les sports en général. Voilà. C'était une façon de rendre hommage à M. Abdoulaye Diaw pour tout ce qu'il a fait pour le football et pour le sport sénégalais. Donc, ça a été facile. Quelqu'un qui aime le football, quand on lui propose vraiment de rendre un hommage Naturellement, je crois que ça a été fait naturellement, ma rencontre avec Abdoulaye Diaw. Et l'écriture, ce sont des poèmes. Oui, La forme que j'ai choisie, c'est la poésie. Voilà, un recueil de poèmes et scindé en 3 parties. Dans la première partie, vous parlez de Les lions dans la tanière. Dans la deuxième partie, il y a Autour de la tanière. Et dans la troisième partie, c'est à titre posthume, vous rendez hommage à des footballeurs qui ont rendu l'âme. Qu'Allah les accueille dans son paradis. Nous pensons à Pape Bouba Diop, à Joseph Koto. À Joseph Koto. Voilà. Et votre plaisir d'écrire, parce que certainement ça va rester dans l'histoire, vous avez écrit à un moment où le Sénégal a fait un exploit, la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que ça a été vous avez fait en quelque sorte une prédiction? Parce que c'est spectaculaire. Oui. Le livre est sorti en décembre. La CAN, c'était au mois de février-mars. Voilà. 2 mois après, il y a la coupe est tombée. Une coupe qu'on rêvait beaucoup et qui avait fait beaucoup de spéculations. Alors, comment vous avez senti cela? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on vous a montré? Qu'est-ce qui vous a motivé? Monsieur Nia, moi je crois que ça, c'est une question qui me comble de plaisir. Parce que moi, j'avais dit que en matière de football, il n'y a pas de hasard. On avait des jeunes sur le terrain qui étaient meilleurs dans leur club. Chaque footballeur sénégalais, pris individuellement, figurait parmi les meilleurs dans son club. Et partant de ce postulat-là, je me suis dit que le Sénégal, sur le papier, avait la meilleure équipe. Parce que chacun était champion dans son club. Pour ne pas citer Sadio Mané, le gardien de but Mendy. Chacun dans son club, notre capitaine et défenseur central. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette appellation de la presse qui l'a nommé le ministre de la Défense, pour parler de Koulibaly. Donc chacun était meilleur dans son club, et quand on réunit les meilleurs, ça ne peut que donner du meilleur. C'est ça qui m'a poussé à penser que le moment ne pouvait être plus opportun que le mois de décembre, à la veille de la CAN, pour sortir cette publication, le livre hommage aux Lions, intitulé « Le patriotisme en bandoulière ou l'épopée des Lions du Sénégal ». Voilà. Maintenant que votre rêve, parce que je peux dire que vous avez fait un rêve, votre rêve s'est réalisé, aujourd'hui, en termes de retombées, qu'est-ce que vous attendez? Oui, ce que j'attends, parce que quand même, je suis parti un peu du postulat que il y a une sorte de, ce n'est pas un divorce, mais il y a une sorte de séparation de corps entre le public et le livre, la lecture de manière générale.
on va me dire qu'on est concurrencé par les nouveaux médias, l'Internet, l'information. voilà, tout ce qui est... Mais ce n'est pas une raison. Je crois que les deux peuvent aller ensemble. Le livre physique peut continuer à exister parallèlement au nouveau support numérique. Mais j'ai constaté que, puisque je suis professeur de formation, qu'il y a une sorte de séparation de corps entre le public et le livre. Il fallait partir de ce qui intéresse les jeunes pour les tirer vers l'essentiel. Ils sont passionnés par le football. Donc, en créant ce mariage, cette fiançaille entre la littérature et le sport, c'est une forte façon d'amener les jeunes à s'intéresser davantage à la lecture. À la lecture. Et à la littérature de manière générale. Et là, vous posez un acte, vous voulez dire quelque part que la lecture, avec l'écriture, on peut soulever des montagnes. On peut aller très loin. Et ce n'est pas un hasard non plus. Avec l'ouverture du stade du Sénégal, à Diamniadio qu'on a ouvert, et puis également on a assisté à un match d'ancienne gloire, et tout cela, ça capitalise quelque part ce que vous avez écrit. Oui, parce que quand même, il faut... Les anciennes gloires. Il faut avoir une nouvelle lecture du sport, au-delà du jeu. Aujourd'hui, on peut parler même d'économie du sport. La preuve, le premier match du Sénégal, les billets qui étaient mis en vente ont été totalement épuisés. C'était à guichet fermé. Voilà, à guichet fermé. Donc, il faut créer autour du sport de manière générale un ensemble d'activités lucratives. Aujourd'hui, même dans les modules de formation, on a commencé à créer des modules comme le management du sport, le droit du sport. Au-delà du jeu, le sport est en train de se positionner comme un levier de développement économique dans nos pays. Je crois qu'il faut saisir l'opportunité de la victoire à la Coupe d'Afrique comme étant un levier qui va nous permettre de développer l'économie du sport. Parce qu'il y a toute une série d'activités qui gravitent autour du sport, le tourisme, les transports, les infrastructures. Donc le sport est passé du simple plaisir du jeu aujourd'hui à une économie du sport. Voilà. Vous avez une écriture magique, puisque quand vous parlez d'une exhortation, cette publication est une exhortation au dépassement et à la persévérance, ça nous amène à l'actualité. Surtout. Dépassement et persévérance. Et en parlant d'actualité, ce qui se passe tous les jours chez nous en termes d'actualité dans la politique, par exemple, on a entendu récemment le président Macky Sall se prononcer contre la limitation des mandats. Alors, je veux dire par là, quand vous parlez de dépassement, quand vous parlez de persévérance, mais on peut l'amener aussi dans ce contexte actuel où le président avait fait, par exemple, une déclaration pour dire dans la Constitution clairement que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs quand le mandat est 5 ans. Et quand on l'entend récemment en recevant les jeunes Africains dire qu'il est contre la limitation de mandat parce que quelque part il y a des procédures qui sont lourdes et que est-ce que cela aussi également n'est pas une déclaration en déphasage avec ce qu'il avait toujours dit? Oui, quand je parlais de le second degré, excuse-moi, c'est pour la transition, pour passer de ma publication à l'actualité politique. Parce que vous avez parlé de dépassement. Voilà, le second, c'est le second degré de lecture. J'avais dit qu'au-delà de la persévérance, au-delà des valeurs éthiques et morales dans le sport, ce livre est un hommage à tout Sénégalais dans son domaine de compétences. Dans son domaine de compétences. Persévérance, éthique, valeur morale pour tout le monde, que ce soit le soldat, que ce soit le sportif, que ce soit l'enseignant, que ce soit le magistrat. Tout le monde dans son domaine de compétences doit allier les valeurs professionnelles aux valeurs éthiques. Donc la transition pourrait trouver entre cette publication et l'actualité politique. Moi, ma lecture, je vais mettre ça dans le contexte politique, mais dans le contexte de la démocratie. Je crois que si nos démocraties ne sont pas stables, si nos constitutions ne sont pas stables, c'est parce qu'on a voulu faire du copier-coller. On a voulu importer la démocratie à l'occidental sans le soumettre à nos valeurs sociologiques et sociétales. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne.
rien au monde ne va pousser la Grande-Bretagne à renoncer à son système, je peux appeler une démocratie parlementaire. Aujourd'hui, rien ne va pousser la Grande-Bretagne à renoncer au pouvoir royal qui est déjà là. Certes, même si c'est un pouvoir symbolique, mais c'est une culture démocratique qui est propre à l'Angleterre. Nos pays africains doivent repenser notre démocratie. Au lieu d'importer la démocratie à l'occidental, je crois qu'on peut faire un savant dosage entre les valeurs démocratiques occidentales, ce qu'il y a de meilleur, et les adapter à nos pouvoirs traditionnels. Parce que ces pouvoirs traditionnels où il y avait des rois, les gens ne croyaient pas que le roi était là seulement à dicter sa volonté. Autour du roi, il y avait tout un pouvoir, parce que c'était des pinches. Donc les choses se discutaient publiquement. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, si nos démocraties et nos constitutions ne sont pas stables, vous avez dit le président a tantôt fait une déclaration concernant son engagement pour le nombre de mandats. Dans l'actualité récente, il est revenu là-dessus. C'est parce qu'il n'y a pas de stabilité dans nos textes et nos constitutions. Pour les stabiliser, moi je crois qu'il faut les repenser et les adapter à nos réalités sociales et sociologiques. Oui, bon, on sent un peu le littéraire qui ne veut pas heurter, mais qui donne une image de ce qu'il veut dire. Bon, mais plus concrètement, quand le président Macky Sall, on parle d'une seconde alternance, est venu, et il a trouvé que tous les chefs d'État qui sont passés, chacun a pris la Constitution et tripatouillé cette Constitution et qu'il fallait soumettre à un référendum une révision constitutionnelle et qui a amené évidemment à ce changement, à ce verrouillage. Est-ce qu'aujourd'hui, le président, en tant que lui, a le droit de déverrouiller une fois qu'il a verrouillé? Oui, ça, vous me soumettez une question. Je ne vous dis pas automatiquement de répondre par oui ou par non. Vous pouvez utiliser votre manière aussi. Non, je comprends. Mais vous me soumettez une question d'analyse politique. Vous savez, en matière d'analyse politique, moi je crois que répondre par un oui ou un non, parce que la politique a ses réalités. Moi je crois même que nos hommes politiques doivent être prudents dans leurs déclarations. Parce que la réalité d'aujourd'hui peut ne pas être la réalité de demain. Maintenant, une fois que les textes constitutionnels sont faits, c'est des œuvres humaines. Les œuvres humaines, il faut les soumettre toujours à amélioration. Moi, je ne pense pas que cela va dépendre du bon vouloir du président de la République. S'il y a lieu de changer, s'il y a lieu de modifier, il va falloir soumettre ça à la volonté. Il y a deux possibilités. Soit à la volonté du Parlement, soit sous forme de référendum. Comme on l'a fait. Comme on l'a fait récemment. Oui. Maintenant, lui seul a le sens de ce qu'il veut dire derrière ces déclarations. Il dit en Afrique, il n'a pas cité moi, président de la République Macky Sall, il faut que je revienne sur ça. Il dit en Afrique, on doit penser, on doit réfléchir sur la limitation des mandats. Je crois que peut-être qu'il serait bien, vous les spécialistes et les professionnels des médias, je ne sais pas, l'occasion va se présenter quand, que peut-être le président, dans le cadre de ce rendez-vous avec les professionnels de la presse, peut-être revenir sur le fond de sa pensée. Mais il a parlé de l'Afrique de manière générale et il a soumis sa réflexion à la problématique de la limitation des mandats. D'accord. Mais quand vous dites qu'aujourd'hui, on doit retourner à ce qu'on appelle le respect de sa parole, avec l'éthique, vous parlez d'éthique, politique, comme on a déjà la chance aujourd'hui, après un constat, de réviser la Constitution et de dire qu'il ne faut plus jamais que ça se passe comme ça, on doit respecter la Constitution. Est-ce qu'il n'est pas temps, une bonne fois pour toutes, qu'on respecte cette Constitution qu'on a soumise à la volonté populaire? Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Pour refuser un troisième mandat de qui que ce soit. Ouais. Moi, je l'ai dit, moi je crois que la démocratie, c'est un jeu. Il faut que tous les acteurs respectent les règles du jeu. Ouais. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient les opposants d'hier. Tout à fait. Tous les acteurs politiques doivent respecter les règles du jeu. Donc, si je parle de... Là, vous ne vous adressez pas... Voilà, parce que je ne veux pas personnaliser. Mais on comprend que, je ne veux pas personnaliser le débat. Les acteurs politiques de manière générale. C'est-à-dire que les acteurs politiques de manière générale. Et on peut les loger en deux catégories. C'est ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui jouent le rôle naturel d'opposants, qui sont des contre-pouvoirs.
Aujourd'hui, je crois que tous les acteurs du jeu doivent tomber d'accord sur les règles du jeu. Mais quel que soit leur statut, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient... Mais le constat amer, c'est de voir que souvent, on change de position et de posture selon qu'on est dans l'opposition ou selon qu'on est au pouvoir. Ouais. Il est temps vraiment que les gens stabilisent, qu'ils tombent d'accord sur les règles du jeu, quel que soit le statut, qu'ils soient le maître du pouvoir ou le contre-pouvoir. Ouais. Et là, c'est très clair. De manière générale, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Là, c'est très clair. Voilà, on va parler aujourd'hui également de la guerre des coalitions. On va vers les élections législatives. Le 31 juillet prochain, il y a le parrainage, même si quelque part, peut-être que certaines déplorent la manière dont le parrainage a été, en tout cas, forcé à l'Assemblée nationale. Ben, bref, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en termes de coalition, du pouvoir comme de l'opposition, comment en tant qu'observateur, aussi en tant que littéraire également, qui est un observateur, comment vous voyez aujourd'hui cette forme de politique, en tout cas, qui se dessine, comme quoi on a l'impression que chacun rêve d'un changement, on ne veut plus de cette politique d'hier, on veut une politique saine. Comment vous analysez tout cela après être sorti des élections locales, comme on l'a vu, les Yewwi Askan Wi qui prend un peu le devant, malgré qu'on a mis beaucoup d'argent du côté du pouvoir, mais on a eu certaines surprises, les gens ne veulent plus être achetés, du clientélisme politique, tout ça, comment vous le voyez? Oui, monsieur Niang, merci beaucoup. Donc ça aussi, ça nous ancrage toujours dans l'actualité politique. On est sorti d'élections locales, on va vers des élections législatives le 31 juillet, Inch'Allah. Mais la lecture que moi je suis en train de faire, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des retrouvailles de circonstances, parce que c'est trois grands pôles qui semblent se dessiner. Donc le pôle de Yewwi Askan Wi en tant que coalition politique, le pôle de Benno Bokk Yakaar et le nouveau pôle Aar Sénégal qui est le dernier né des pôles politiques. Moi, je crois que le premier constat, c'est ça. Maintenant, le jugement que je veux porter sur ça, c'est que les acteurs politiques ont compris qu'aujourd'hui, les échappés solitaires ne payent plus. Il faut se retrouver dans de grandes coalitions. Mais la question que je me pose, moi, parce que mon rôle, ce n'est pas de poser des questions, c'est de répondre à des questions. Bien sûr. À qui profitent ces coalitions? Tant que c'est limité, ça profite aux électeurs, aux citoyens lambda. Parce que c'est les offres politiques qui se diversifient. Si ce n'est pas trop, s'il n'y a pas trop de coalitions. Mais les trois grands pôles que j'ai cités, peut-être que j'en oublie, tant que ce n'est pas trop de coalitions, à qui profite ça? Ça peut profiter aux citoyens, à celui qui va choisir le jour des élections législatives, parce qu'il y a une diversification des offres politiques. Chaque coalition fait une offre politique. Mais quand c'est trop diversifié, quand il y a trop de coalitions, ça risque de profiter plus au pouvoir qu'à l'opposition. Voilà, M. Traoré, vous avez parlé d'offres politiques. Et ça, je vous prends le mot. Une offre politique. Est-ce que cette offre politique, si on veut la ressusciter quelque part, est-ce que cela ne veut pas dire que quelque part le peuple veut aujourd'hui une politique plus saine, hein? On ne veut plus d'entrisme, de transhumance, on veut une Assemblée nationale où les députés ne seront pas mécaniques, hein? On veut un député du peuple, on ne veut plus un président qui va s'accaparer tous les pouvoirs, tout ça. Est-ce que ce n'est pas cette offre politique aujourd'hui que les populations ont traduit à travers en tout cas les dernières locales? Et est-ce que ce n'est pas ça qui se manifeste également, si vous voyez, ces nouvelles coalitions qui veulent imposer quelque part une cohabitation? Voilà. Donc, j'ai parlé d'offre politique, mais ce n'est pas l'offre qui commande, c'est la demande qui commande. Voilà, la demande, d'accord. Voilà. Parce que l'offre et la demande politique se rencontrent sur le marché politique, entre guillemets, excuse-moi. Là, qui offre. Voilà. Qui offre. Mais c'est la demande qui commande le marché politique. Les Sénégalais ont une nouvelle demande, une politique saine, comme vous l'avez dit, une politique où simplement c'est l'éthique,
c'est la bonne gouvernance. C'est le dépassement, la persévérance. Voilà, c'est la bonne gouvernance qui va primer sur des intérêts stricto personnels. Donc, il faut que les politiciens s'adaptent. Les Sénégalais ont une nouvelle demande politique. C'est des citoyens qui gèrent bien les deniers publics. Même dans les mairies, on ne veut plus d'un maire politique, on veut des maires managers. Managers, tout à fait. Des maires managers. Donc, il faut que les hommes politiques se mettent à l'écoute de la demande politique. Parce que c'est la demande politique qui commande l'offre. Parce que même sur le marché des produits et des services, mais on ne peut pas proposer un produit qui n'est pas demandé. Donc, il faut que les hommes politiques se mettent à l'écoute de la demande politique. La demande politique voudrait qu'il y ait des hommes qui sont imbus d'éthique, des hommes qui gèrent bien les deniers publics, des maires pas politiques, mais des maires managers. C'est ça la demande politique. Et il faut que l'offre des hommes politiques soit simplement à l'écoute de la demande politique. D'accord. Voilà. Alors, il y a les maires de Yewwi Askan Wi, le pouvoir central, c'est ce qu'on venait de dire. Évidemment, vous avez entendu récemment Barthélémy Diaz, quand il a recruté le capitaine Sidina Touré, Mari Sagna, tout le monde a spéculé. On a vu quelque part le pouvoir qui dit non, il faut respecter l'organigramme. On a entendu récemment le ministre dire que personne n'acceptera en tout cas un salaire en tout cas d'un maire qui recrute de manière à eu et à dia, parce qu'on constatait auparavant que les maires recrutaient des gens qui n'exerçaient pas. Bref, mais est-ce que la cohabitation qu'il doit y avoir entre le pouvoir et les mairies, est-ce que ça doit être également une cohabitation saine? Ça ne doit pas être une guéguerre quelque part. Voilà. Moi, je crois et ça répond à la décentralisation. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, l'esprit de la décentralisation a été faussé. Semble être faussé. Parce que c'est le débat qui est mal posé. Moi, je ne vais pas l'envisager en termes de cohabitation, mais en termes de collaboration. Parce que les mairies, ce sont des institutions. Ce sont des démembrements de l'État. Je pense que le pouvoir a intérêt à collaborer, mais aussi il ne faut pas que les maires, le vocabulaire même administratif doit changer. Maire de l'opposition, ça n'existe pas. Une fois qu'on est élu, on devient le maire qui doit vraiment administrer tout le monde. C'est pourquoi il faut quand même qu'on passe de maire politique à des maires managers. Le manager, il est là pour manager tout le monde, pour gérer les ressources humaines, pour gérer les ressources matérielles et financières d'une commune. Donc, pour parler aux maires, pour parler à l'État, l'État aussi doit collaborer. Il y a des textes qui dictent les relations entre l'État central et les collectivités locales. Il ne faut pas aussi que les administrateurs, moi je les appelle ainsi, les administrateurs de ces pensent qu'ils ont été envoyés là-bas par une coalition. Mais il ne faut pas que les mairies soient le lieu de recasement de frustrés. De frustrés, de gens de société civile. Quelle que soit leur position, quelle que soit leur posture, il faut respecter l'organigramme parce que les mairies aussi sont organisées par des textes de loi. Il y a des organigrammes à respecter. Il ne faut pas que les mairies soient aussi le lieu de recasement de gens frustrés, de gens véritablement qui sont en quête vraiment de positionnement. Donc, il faut que l'administration centrale collabore. Il faut que les maires, les mairies, gagnés entre guillemets par l'opposition, gouvernent tout le monde et administrent tout le monde pour se faire des maires managers et non pas des maires de Yewwi Askan Wi. Quand vous parlez de maire manager, il faut également un président manager. J'ai parlé aux deux camps. J'ai dit qu'il faut que l'État central sache qu'il y a une relation de collaboration entre l'État central et les collectivités locales. Et tout ça organisé par des textes de loi. Voilà, mais aussi entre l'État central... il ne faut pas que les maires aussi élus, quelle que soit leur bannière politique, qu'ils se départissent de cette appellation maire de Benno Bokk Yakaar ou maire de Yewwi Askan Wi, ils deviennent des institutions, des maires managers et ils doivent manager tout le monde.
Oui, mais il faudrait aussi que le président lui-même, je ne m'adresse pas au président Macky Sall, mais que le président, l'institution, le président de la République, sache que, voilà, pour si la régie peut m'accorder quelques minutes tout juste, hein, parce qu'on est presque, voilà, on a terminé, mais il faut que le président aussi, le président de la République ne s'accapare pas également des pouvoirs pour se donner une certaine légitimité, comme c'est lui qui pose les choses, qui arrange, qui manœuvre, etc. Il faut que le président se libère également de son siège et donne à ce pouvoir central tout son dû, comme à l'Assemblée, comme à les collectivités locales, comme dans la justice, et comme on a l'habitude de le voir. Oui, ça nous amène simplement au principe de la séparation des pouvoirs. Oui. Que chaque pouvoir ait son autonomie. Qu'on le respecte. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il le faut. Il le faut. Oui. Voilà. Voilà, merci M. Ibrahima Traoré, ça a été un plaisir de vous recevoir. On a quand même balayé de manière générale l'actualité, mais qui tourne autour de la bonne gouvernance et l'éthique. Quel est votre mot de la fin? Voilà, merci beaucoup M. Niang. C'est un honneur et un bonheur d'être invité dans votre émission, surtout à pareil moment où vraiment le taux d'écoute est un peu plus élevé en mi-journée. Vraiment, c'est ma première fois que je viens à cette émission. Et je vous tends la main, je vous exprime toute ma disponibilité et ma collaboration. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Merci M. Ibrahima Traoré. Je rappelle que cette émission est enregistrée, mais qui sera rediffusée à partir de 20h ce mercredi et rediffusée également demain jeudi à 20h. Ça a été un plaisir de vous recevoir, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous pour un autre invité, Inch'Allah. Merci beaucoup.